Dans ce journal, le coton biologique au Burkina Faso en question à Bobo Dioulasso. L'Union nationale des producteurs de coton du Burkina recherche la bonne formule concernant ce coton et les résultats des études menées en amont devraient éclairer pour la réponse. Épidémie de peste à Madagascar, la grande île peine à faire face à la maladie qui gagne du terrain. Le dernier bilan de l'OMS fait état de 94 décès et plus de 1000 personnes contaminées. Et c'est depuis le mois d'août que le premier cas est détecté. Et puis, nous parlerons aussi modernisation de l'administration publique au Burkina Faso. Une campagne nationale de communication est initiée dans ce sens. Et pour en parler, nous recevons ce matin le secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, M. Jacques Sospen Dingara. C'est le menu de ce journal. Bonjour à tous, bienvenue au Midi Magazine de ce samedi. Un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, nous ouvrons ce journal avec la marche meeting du cadre d'expression démocratique prévu pour se tenir ce matin à la place de la Nation, qui n'a pas eu lieu finalement. La place est restée vide, la gendarmerie et la police ayant investi les lieux tôt le matin en vue de contenir tout mouvement tendant à braver l'interdiction de la marche. On fait le constat avec Daouda Ouattara et Zoubaviel David Dabiri. La place de la Nation de Ouagadougou sous haute protection sécuritaire ce matin. La marche meeting de Pascal Zaïda prévue pour ce samedi en ces lieux mobilise les forces de défense et de sécurité. Dès 7 heures à notre arrivée, les principales artères du centre-ville sont barricadées en vue d'empêcher tout mouvement ou rassemblement. À 9 heures, la place de la Nation est toujours vide. Aucun mouvement de marche meeting à l'horizon. Et elle restera encore vide jusqu'à 10 heures, heure de départ de notre équipe de reportage. Au rond-point des Nations Unies, deuxième site prévu par le leader du CED, le cadre d'expression démocratique pour sa marche meeting, point de manifestants. Sauf qu'avec la présence sécuritaire, certains citoyens sont obligés de faire des détours pour accéder à leur destination. En rappel, le coordonnateur du CED, le cadre d'expression démocratique, entendait organiser un meeting ce 21 octobre pour, je cite, dénoncer la malgouvernance, la dictature et les tribunaux d'exception. Mais la demande d'accès à la place de la Nation pour ce rassemblement est refusée par la mairie centrale pour cause de raisons sécuritaires. Pour être complet sur le sujet, ce communiqué émanant de la division de la communication et des relations publiques de la police nationale. À l'appel de certaines organisations associatives, dont le mouvement populaire de la jeunesse et le cadre d'expression démocratique, avec à leur tête M. Pascal Zaïda, une manifestation avait été prévue dans la ville de Ouagadougou le 21 octobre 2017. Au regard des risques de troubles à l'ordre public liés à cette manifestation, les autorités communales ont donné un avis défavorable à sa tenue. Malgré cette interdiction, les organisateurs, par le canal de conférence de presse, ont maintenu leur projet et ont invité leurs militants à se rendre au rond-point des Nations Unies à partir de 8 heures afin de préserver l'ordre public. Un dispositif sécuritaire a été mis en place par les forces de sécurité. Nonobstant ces mesures de prévention de l'ordre, quelques manifestants, parmi lesquels M. Zaïda Pascal, qui s'étaient regroupés aux environs de la Maison du Peuple, ont par 3 fois forcé les barrages mis en place par la police. Cette attitude des manifestants a suscité une réaction de colère des commerçants riverains, amenant les forces de l'ordre à intervenir et à interpeller sur les lieux 4 personnes, dont M. Zaïda Pascal. Ces incidents surviennent après que le 26 septembre, 4 et 17 octobre 2017, les initiateurs de la manifestation ont été convoqués par les services de la police nationale pour être mis en garde contre d'éventuels débordements à la suite de leur manifestation. Une procédure judiciaire a été diligentée et les personnes interpellées seront conduites devant les autorités compétentes. C'est donc un communiqué émanant de la division de la communication et des relations publiques de la police nationale.
Autre point de l'actualité, quelle peut être la bonne formule concernant le coton biologique au Burkina Faso? La question est au centre d'une table ronde qui réunit les acteurs de la fêtière de coton à Bobo-Dioulasso. Des recherches sont menées en amont à ce sujet dont les résultats font l'objet de cette réflexion conduite par l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso. Des précisions avec Lamine Karantao, Saturne Paré et Karim Sissé. Acteurs du coton autour de la table, une table ronde de réflexion sur la recherche scientifique. C'est le coton biologique qui est au centre des échanges ici à Bobo-Dioulasso. Nous organisons cette deuxième table ronde pour faire l'inventaire des acquis en matière de recherche agricole au Burkina dans le domaine du coton bio. Et de ces acquis, les experts vont en discuter, analyser ces résultats. Et deuxièmement, nous allons essayer de voir quels sont les axes futurs de recherche dans le domaine du coton biologique que nous pouvons mener au niveau du Burkina Faso. C'est une occasion pour les acteurs de la fêtière coton de capitaliser les acquis de la recherche sur le coton biologique et surtout de faire des projections vers l'avenir. Au départ, il n'y avait pas de programme semencier, surtout le coton bio. Nous étions obligés d'aller au Togo exporter la semence. Actuellement, grâce au projet, nous avons mis en place 3 fermes semencières biologiques qui sont localisées à Kumbo, à Léo, à Guersa, à Dédougou et à Fada, à Piengou, à Fada. Donc, grâce à ces fermes semencières, plus le système que nous avons mis en place, une production de semences autour des fermes, je pense que l'UNPCB, déjà, à partir de cette année, n'aura pas besoin d'aller importer la semence ailleurs. Prévu pour s'exécuter d'ici à septembre 2018, le projet récolte a pour but, entre autres, de moderniser la chaîne de valeur coton biologique, d'améliorer les perspectives économiques et la sécurité alimentaire de plus de 10 000 petits producteurs au Burkina Faso, dont au moins 30% de femmes. Et puis le programme d'électrification rurale qui apporte lumière et développement dans les zones rurales, c'est peu de le dire. L'exemple nous vient du village de Ziga qui depuis la date de 2015, date de lancement du programme dans la commune rurale de Oula, voit les conditions de vie et de travail des populations s'améliorer. La société d'infrastructure collective responsable de la distribution de l'électricité enregistre plus de 500 abonnés. On voit cela avec Kiswen Sida, Irénée Kabouré et Moussaki. Issoufou Belem est soudeur à Ziga, l'un des 10 villages de la commune rurale de Oula, ayant bénéficié du programme d'électrification rurale en 2015. Après sa formation en soudure à Ouagadougou, il décide de créer son atelier dans ce village. Pour avoir les portes métalliques là, il faut déplacer. Si ça s'arrête la casse, je sais pas, tu vas faire déplacer, aller à Ouayouga et puis ailleurs. Mais maintenant, là, grâce à Senko là, ça nous permet de gérer ça facilement. Je suis content puisque j'ai travaillé, c'est pas dire, mais grâce à Dieu, ça va. Pour l'obtention de son courant, El Tinto Ali a déboursé environ 200 000 francs CFA à la société d'infrastructure collective Senko, structure chargée de la distribution du courant. Une somme qui prend en compte les frais du poteau, du raccordement ainsi que 2 mois de consommation gratuite. Vieux qui est ici là, nous avons acheté un prix comme ça pour lui, puis avoir l'eau chaude et puis l'eau fraîche. Donc tout ça, c'est bon truc. Et puis le frais de courant là aussi, c'est abordable, c'est bon. L'intérêt de l'électrification rurale est à tous les niveaux. On dénombre à ce jour plus de 500 abonnés selon les responsables de Senko. Les activités génératrices de revenus sont en plein essor et dans les services sociaux, le courant facilite le travail. L'électricité nous a permis en fait, d'alimenter certains appareils électriques tels que la cocotte minute et même les tensiomètres que nous utilisons en consultation curative. L'électricité nous a permis également d'améliorer les prestations au niveau de la maternité et même au niveau du dispensaire. Depuis l'arrivée du courant, en tout cas, il y a eu beaucoup de changements dans nos conditions de travail. Notamment, nous avons voulu avoir une machine grâce aux bonnes volontés et au soutien de l'APE. Actuellement, nous on arrive à saisir nos devoirs ici, à les reproduire, même les exercices. Donc cela fait que vraiment au niveau du travail, ça va. L'électricité, que ce soit en milieu urbain ou rural, est de nos jours une nécessité pour impulser le développement économique du Burkina Faso.
Entretien de ce journal, nous recevons le secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance pour parler de la campagne de communication sur la modernisation de l'administration burkinabé. Monsieur Jacques Sosten Dengara, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine. En parlant de la modernisation de l'administration burkinabé, où est-ce qu'on en est exactement avec cette modernisation au niveau du service public et surtout au niveau de la performance de l'administration même? Alors, Madame Douanier, bonjour. Permettez-moi, avant tout propos, c'est vrai, d'exprimer au nom du ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, ma profonde gratitude donc à la RTB pour tout l'intérêt que vous accordez à la problématique de la question de la performance de l'administration publique et de façon générale les réformes entreprises dans l'administration publique. Et nous apprécions particulièrement, en tout cas, l'intérêt que le citoyen porte donc à cette question de la modernisation. Et c'est une opportunité pour nous aujourd'hui que vous nous donnez d'interpeller à nouveau tous les agents de la fonction publique sur notre devoir de fournir aux citoyens ou à l'usager, si vous voulez, un service public de qualité. Alors, où on en est avec cette réforme de la modernisation de l'administration? Je voudrais d'abord rappeler que le service public est perçu comme une activité exercée par l'autorité publique, qui peut être l'État ou les collectivités, ou sous son contrôle. Maintenant, dans un seul but, le but de ce service public, c'est de pouvoir satisfaire un besoin d'intérêt général. Voilà. Donc, si nous le percevons donc dans ce sens, ça veut dire qu'aujourd'hui, au-delà donc de l'expression service public, ce qui doit normalement nous guider, nous conduire, c'est la satisfaction du besoin, la satisfaction du citoyen. Voilà. Et dans ce sens, quand nous avons réalisé donc le diagnostic, on s'est rendu compte que notre administration a besoin naturellement d'être touchée sur trois piliers. Vous avez l'organisationnel, qui consiste donc à revoir nos structures, nos procédures, à revoir tout ce qui est, nous avons comme process pour satisfaire dans ce service public. Vous avez l'opérationnel, il faut donner les moyens. Il faut résoudre donc la question donc des moyens donc des agents de l'administration pour les permettre donc de satisfaire donc ce besoin. Et enfin, il y a le volet comportemental, voilà, qui est un troisième volet ou un troisième pilier donc important que la réforme donc doit pouvoir prendre en compte. Et s'il s'agit de satisfaire, s'il vous plaît, l'intérêt, ça veut dire que la question de la réforme ne saurait être un état à atteindre. C'est de façon perpétuelle que l'État doit pouvoir se réorganiser, se remettre en cause pour pouvoir satisfaire les besoins du citoyen qui évolue, il faut le dire, et prendre en compte donc cette question de l'environnement aujourd'hui qui existe, que nous puissions revoir. Est-ce que finalement, avec toutes ces réformes-là, on a une administration publique plus performante? Est-ce qu'on tend vers la performance ou est-ce qu'on en est? Alors, tendre vers la performance, c'est le citoyen qui pourra naturellement nous le dire quel est l'état donc de ce service qui lui est rendu. Ce qui est certain, nous sommes en train de, comme je l'ai dit, de travailler d'abord. Si vous prenez la question donc du comportemental, vous savez, il n'y a pas longtemps, le gouvernement a adopté ce que nous avons appelé la charte sur la qualité du service public, parce que nous pensons qu'il faut revenir sur ces fondamentaux du service public. Il faut revenir sur ces éléments pour que le citoyen aujourd'hui puisse sentir que l'administration est à son service. Donc, vous avez la charte sur la qualité du service public. Vous avez une charte qui va bientôt être adoptée aussi, que nous avons appelée la charte d'accueil, qui consiste aujourd'hui naturellement à revoir notre façon donc de recevoir le client, de le considérer. Voilà, et effectivement, parce que ça part déjà de comment nous percevons celui qui est en face de nous. Si nous le percevons comme le bénéficiaire donc, de notre service, il va de soi que le service auquel nous allons lui rendre aussi, nous allons à la hauteur de ses attentes. Voilà. Alors, on va parler de l'e-gouvernance, qui est quand même un élément important dans l'administration, dans ces réformes-là. Est-ce que finalement, comment se portent les services en ligne en réalité? Est-ce que toute l'administration est en ligne maintenant? On parle par exemple de l'inscription en ligne au concours de la fonction publique, un exemple parmi tant d'autres. Un exemple. Oui, vous faites bien de le dire. Aujourd'hui, parler de la performance sans parler donc de la e-gouvernance. La e-gouvernance, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre donc aux citoyens de bénéficier de ce service
en utilisant les technologies. Et ces services en ligne, c'est quoi? C'est de permettre aux citoyens de pouvoir accéder aux services dont il a besoin sans se déplacer. Et dans ce cadre donc, de la e-gouvernance, nous sommes en train de travailler sur plusieurs plans. Vous savez, aujourd'hui, la question même de la connectivité à l'Internet est un souci énorme que le gouvernement est en train donc de traiter avec le ministère donc, en charge donc, de l'économie numérique. Vous suivez effectivement ce besoin donc, de connectivité avec la fibre optique qui consiste à couvrir tous les territoires, donc le maillage donc, avec la fibre optique pour améliorer davantage la connectivité, parce que ça ne sert à rien de mettre des services en ligne si le citoyen ne peut pas avoir accès. Bien sûr. Si vous avez un service en ligne et vous prenez 2 heures pour télécharger un seul fichier, il va de soi que ce ne serait pas naturellement efficace pour le citoyen. Donc, il y a cette question donc, de l'infrastructure qui est en train d'être réglée. Et ensuite, vous avez le gouvernement est en train d'élaborer ce que nous avons appelé le guichet virtuel unique de l'administration publique, qui consiste à développer cette plateforme unique qui va servir donc de portail, si vous voulez, de sortie, et en mettant en relation l'ensemble donc des départements ministériels pour permettre aux citoyens donc d'avoir accès. Okay. Et à ce niveau, madame Dono, je permets de dire, il n'y a pas dans peu de temps, nous allons lancer avec nos partenaires donc de l'économie numérique les procédures en ligne. D'accord. Il s'agit quoi il a été recensé l'ensemble donc des procédures qui existent au sein de l'administration avec l'appui donc des directeurs des services informatiques, où ces services nous allons les mettre en ligne pour permettre donc aux citoyens. Vous avez besoin donc d'une information en termes donc de procédures. Sinon, vous n'aurez plus besoin aujourd'hui de vous déplacer dans un service pour demander comment on fait un casier judiciaire, comment avoir un passeport, comment avoir telle pièce. Je pense que nous sommes en train de travailler dans ce sens et cela va être fait dans les jours à venir. D'accord. On va parler d'un point qui intéresse tous les fonctionnaires burkinabés, c'est évidemment le traitement des carrières, qui généralement les délais sont assez longs. Est-ce que avec la modernisation de la fonction publique, les normes sont prises pour la réduction des délais des actes de carrière? Oui, aujourd'hui, il faut dire que, comme je l'ai dit, il y a l'organisationnel qui est un pas important dans la réforme de l'administration. Et en commençant par le ministère de la fonction publique, nous sommes aujourd'hui en train d'aller vers cette gestion axée sur les résultats. Nous avons un programme que nous avons appelé le programme de modernisation de l'administration, avec un programme dans lequel nous avons pris un engagement avec nos partenaires. Cet engagement, c'est quoi? C'est que les délais de traitement au niveau de la fonction publique aujourd'hui, notre cible c'est de 3 semaines. 28 jours maximum, 3-4 semaines maximum. Quand un dossier arrive donc à la fonction publique, il faut que ce dossier, naturellement en termes d'intégration ou de reclassement, il soit sorti. Et en amont, vous savez, la question aussi des délais, il y avait plusieurs problèmes. Quand les dossiers arrivent, si vous avez déjà un dossier, vous arrivez, on vous dit telle pièce manque, il faut aller rechercher, il faut courir. Voilà. Pour régler ces questions, si vous prenez, je prends le cas simple donc de l'intégration, nous avons mis en place ce système qui consiste d'abord à enrôler les élèves dans les écoles avant la fin de l'année, à aller récupérer les dossiers d'intégration dans les écoles professionnelles, au lieu que l'agent et l'élève lui-même viennent le déposer. Ensuite, une fois que ces dossiers sont récupérés à partir donc des écoles, c'est ce que nous faisons en phase test avec les enseignants, parce que vous savez, ils sont les plus nombreux. Ça fait 6 000 pratiquement chaque année. Donc nous récupérons ces dossiers donc, au niveau donc, des écoles professionnelles. Et ensuite, dès que ces dossiers arrivent, nous avons ce que nous appelons donc, le guichet, voilà, qui réunit tous les acteurs dans un seul coin. Vous avez la fonction publique, vous avez les DRH, vous avez le contrôle financier, tous ces acteurs naturellement sur place. Et je pense que dans les 24h48 et la plupart du temps, les dossiers sont quand même traités. Alors, M. Dingara, on va parler de cette campagne de communication sur les actions de modernisation de l'administration publique qui se déroule depuis le mois d'octobre jusqu'en novembre. Comment se déroule cette campagne exactement? Alors, la campagne de communication que nous avons initiée, d'abord, il faut dire qu'il s'agit de permettre donc aux différents fonctionnaires, aux différents agents de la fonction publique dans les régions de pouvoir échanger directement avec une équipe donc, du ministère en charge de la fonction publique autour donc, de ces valeurs dont je suis en train de vous parler. Il s'agit de ramener donc, la question du service public sur la table et qu'ensemble nous puissions voir comment notre raison d'exister, qui est de satisfaire l'usager, comment allons-nous prendre en compte ces besoins nouveaux dans notre service public. Donc c'est une campagne d'échange et en même temps une campagne donc, de promotion des principes
des principes cardinaux de gouvernance. C'est vrai que nous n'avons pas parlé, mais aujourd'hui, le ministère achète donc cette stratégie de promotion des principes de bonne gouvernance qui consiste à ce que nous respections un minimum de valeurs cardinales dans la mise en œuvre du service public. Nous n'allons pas parler de la déontologie, mais ce qui est cité, il y a un certain nombre donc, de valeurs cardinales, donc du sens du service public qu'il faut qu'aujourd'hui l'agent de la fonction publique puisse intégrer dans son comportement ou dans sa façon de faire, dans sa façon de rendre le service public. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Sostène Dingara, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de cette campagne de communication sur les actions de modernisation de l'administration publique qui se tient durant le mois d'octobre et de novembre sur toute l'étendue du territoire. Merci à vous. Nous allons poursuivre ce journal avec cette autre problématique. Une décennie après la lutte mise en œuvre de l'arsenal juridique sur la promotion des droits des personnes handicapées, le constat n'a pas beaucoup évolué. La situation des personnes vivant avec un handicap ne s'est pas véritablement améliorée au Burkina Faso. Les acteurs des droits de l'homme veulent donc s'appuyer sur des expériences réussies et de bonnes pratiques en la matière pour définir des stratégies innovantes pour l'accès de cette couche sociale aux services sociaux et à l'emploi décent. On voit cela avec Ali Doubadini et Kadi Sanogo. Selon le recensement général de la population et de l'habitation en 2006, on dénomme environ 16 800 personnes handicapées au Burkina. Malgré les textes et lois adoptés à leur endroit, ces personnes handicapées rencontrent encore des difficultés quant à leur insertion sociale et professionnelle. À cet atelier, les acteurs des droits de l'homme réfléchissent à des stratégies et aux axes d'intervention pour l'accès effectif à un emploi décent. Les personnes handicapées continuent toujours à être victimes d'une certaine exclusion et marginalisation dans la société parce qu'on pense toujours qu'elles ne sont pas des agents économiques comme vous et moi. Et également, ce qu'on peut ajouter comme difficulté, c'est les difficultés d'application effective des textes qui confèrent un certain nombre de droits aux personnes handicapées. Donc l'atelier vise à faire un état de lieu de la situation des personnes handicapées au Burkina Faso et voir ensemble quels sont les axes et stratégies d'action innovantes que nous pouvons mettre en place pour mieux répondre aux objectifs de la convention que le Burkina Faso a ratifiée. Les personnes handicapées veulent plus de considération à leur égard pour la promotion de leurs droits. Nous avons des personnes handicapées qui ont des talents, nous avons des personnes handicapées qui peuvent faire changer les choses, mais pour peu qu'on les écoute, il faut nous écouter. Et même les sphères de décision, je dirais les institutions qui sont gérées pour les personnes handicapées ne sont pas gérées par les personnes handicapées. Pour moi, il y a un problème. Nous sommes les seuls qui connaissons nos problèmes. Cet atelier vient en prélude à l'organisation d'un forum national des personnes handicapées, marquant ainsi un tournant décisif dans l'élaboration de politiques sectorielles inclusives. Durant 2 jours, ces acteurs vont travailler pour l'application effective des textes au Burkina. Et le mariage d'enfants au Burkina Faso, une autre préoccupation évoquée hier 20 octobre à Ouagadougou dans le cadre de la première session de l'année 2017 de la plateforme multisectorielle de prévention et d'élimination du mariage d'enfants. Les épouses des membres du gouvernement à travers leur amicale a fait un plaidoyer à l'endroit des autorités. À l'occasion, le bilan des activités de promotion de l'élimination des mariages d'enfants a été dressé. Elles sont soutenues par les partenaires techniques et financiers et les OSC et entendent mobiliser plus de 6 milliards de francs CFA pour cette noble cause, car le Burkina Faso tient la 5e place au plan mondial. On suit le compte-rendu de cette rencontre avec Jean Zongo et Yolande Lompo. Une nouvelle ère s'ouvre dans la lutte contre le mariage d'enfants au Burkina Faso. Les plus hautes autorités du pays s'engagent auprès de l'amicale des épouses des membres du gouvernement pour mener ce combat. Le Burkina Faso, avec un taux de mariage d'enfants de moins de 18 ans estimé à 51,6%, occupe le 5e rang mondial des pays où sévit cette pratique honteuse. Si rien n'est fait d'ici à 2030, plus d'1 milliard d'enfants seront concernés par ce phénomène au plan mondial. Au Burkina Faso, les régions du Sahel et de l'Est tiennent la tête du peloton avec respectivement des taux de 76 et 72%.
En quête de plus de 6 milliards de francs CFA pour l'élaboration d'une stratégie visant la promotion de l'abandon du mariage d'enfants, ces épouses des membres du gouvernement se sont tour à tour appesanties sur les conséquences de cette problématique au plan socio-économique, sanitaire et éducationnel. Au niveau du gouvernement, nous considérons que ce sont des enjeux importants. Des enjeux donc en termes de développement économique, des enjeux en termes de justice, de droits de l'homme, d'équité. Et avec l'appui des partenaires techniques et financiers, nous attendons donc des conclusions du panel. Cette session va être publiée pour ajuster les politiques que nous sommes en train de mettre en œuvre dans le cadre du PNDS en faveur donc de la lutte contre toutes ces formes d'exclusion, pour faire en sorte que tous les enfants de ce pays puissent se développer, droit à l'éducation, que tous les enfants de ce pays puissent contribuer donc de manière efficace à la formation de la richesse nationale. Convaincus que l'arme atomique dont ils disposent reste l'éducation, les collectivités territoriales ont été invitées à leur emboîter le pas en vue de débarrasser la société burkinabé de cette pratique d'ici à 2025. Le rendez-vous 2017 de Folie de mode ouvre la scène de son défilé de mode aux personnes en situation de handicap. Folie de mode acte 9 met mode et créativité en rapport avec le développement local. Les organisateurs déroulent les principales articulations de l'événement prévu pour se tenir le 27 octobre prochain à Ouagadougou. Oscar Soulama Arunamari. Les créations des stylistes africains sur le thé de Ouagadougou le 27 octobre prochain. Pour cette 9e édition du défilé international de folie de mode, ils sont 6 pays africains attendus dans la capitale burkinabé. La République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et bien entendu le Burkina Faso. L'innovation cette année, c'est le défilé des handicapés. Un clin d'œil à ces personnes pour les dire qu'ils ne sont pas oubliés parce que nous vivons tous dans un même monde. Deuxième innovation de ma collection, c'est le corps, une façon dont Fanny se bat pour valoriser à l'international aussi. Folie de mode acte 9 place la mode et la créativité des stylistes africains au cœur de la promotion du développement local. Ce rendez-vous se veut également une tribune de révélation des talents émergents. C'est un événement qui à la fois constitue donc un socle d'intégration à travers donc, les différents représentants des différents pays qui seront avec nous pour cette 9e édition. Contribuer à la découverte et à la mise en avant de talents cachés dans le domaine de la mode. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses à faire de la mode. Malheureusement, elles ne sont pas connues, ils ne sont pas connus. Et cet événement est une plateforme donc pour les permettre d'ouvrir les portes à l'international. Côté mannequin, l'on se dit prêt pour le défilé. Au cours de cette soirée, chaque créateur invité aura à présenter une dizaine de tenues. Le budget de cette édition 2017 gravite autour d'une trentaine de millions de francs CFA. Hors de chez nous, la peste continue de faire des victimes à Madagascar depuis l'apparition de la maladie en fin août dernier sur la Grande Île. Le dernier bilan de l'épidémie communiqué par l'OMS fait état de 94 décès et de plus de 1000 cas enregistrés. L'épidémie de peste qui s'est déclarée à Madagascar fin août gagne du terrain. Le dernier bilan communiqué par l'Organisation mondiale de la santé fait état de 94 morts et plus de 1100 cas ont été signalés. L'OMS a envoyé sur place du matériel de désinfection, des équipements de protection et 1,3 million de doses d'antibiotiques, ce qui serait suffisant pour traiter 5000 patients. La peste réapparaît presque chaque année sur la Grande Île, mais en 2017, elle s'est propagée au grand centre urbain. Ce qui est particulier cette année à Madagascar, c'est que la saison de transmission a commencé beaucoup plus tôt et nous avons des zones qui n'étaient pas traditionnellement endémiques qui sont touchées. Mais aussi nous avons une incidence importante dans les grandes villes comme Tamatave et comme la capitale Antananarivo. Et l'autre particularité, c'est que nous avons une proportion très élevée de cas pulmonaires. La forme pulmonaire de la maladie est la plus contagieuse, elle se transmet par la toux, et la plus dangereuse, elle peut être fatale en moins de 72 heures. Éradiquer le virus reste une question de développement selon l'OMS, qui rappelle qu'à Madagascar, plus de 90% de la population vit avec moins de $2 par jour.
Fin des informations de la mi-journée. Merci de votre attention et un très bon week-end à tous et à toutes.